Et bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? Ok, on va la refaire. Ça vous dit? On va la refaire parce que ça manque un chouïa d'énergie. Est-ce que ça va le fort content aujourd'hui? On va dire que ça passe. Ça passe. Merci d'être venu à cette belle conférence dont on va parler. On va parler aujourd'hui de Persona. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est pas moi qui vais vous faire cette presse, évidemment. Je pourrais la faire, mais on passerait peut-être un bon moment, mais vous apprendrez pas grand-chose. Donc, il y a quelqu'un qui a préparé une belle presse, deux personnes qui ont parlé d'une belle presse, mais elles ont bien bossé sur cette presse, elles ont plein de choses à vous dire, donc ça serait quand même bien de les encourager. On va faire un premier test, on va tous applaudir vite fait pour voir si on a de l'énergie là, après ce bon bonjour. Allez, on applaudit pendant 2 secondes là, allez-y. Allez, c'est parfait, on garde cette énergie. Et maintenant, je vous demande, sous vos applaudissements, d'accueillir Léa et Manon, s'il vous plaît. Voilà, la belle énergie. Et on se retrouve juste après pour un truc, vous verrez, ça va être cool. Tu sais ce que tu vas faire? Ok. Merci Norbert et bonjour à tous et à toutes. On vous a chauffé un peu parce que c'est 10h le matin, allez, 11h bientôt. C'est un peu compliqué pour tout le monde, mais ça va être super intéressant. Nous, c'est Black Pepper by Cybercité. Donc, Cybercité, c'est une agence de marketing digital spécialisée dans le SEO, dans le SIA, dans la data. Ça fait 26 ans aujourd'hui qu'on existe. Je dis aujourd'hui, mais notre anniversaire, c'était le 1er avril. Et on a toujours fait du contenu. On a toujours accompagné nos clients dans leur stratégie content marketing. Sauf qu'aujourd'hui, vous le savez, il se passe énormément de choses, notamment avec l'arrivée de l'IA et les AI Overview qui changent la donne. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué pour les sites web d'attirer des utilisateurs et de provoquer des clics, puisque finalement, un utilisateur sur Google va de plus en plus avoir la réponse directement dans l'interface. Donc ça change la donne et pourtant c'est finalement le retour de l'âge d'or du contenu, puisque le brand content, le contenu incarné, brandé, c'est vraiment ce qui va faire la différence. Aujourd'hui, on cherche la préférence de marque. Et donc, fort de ce constat, on a créé Black Pepper, qui est... Allez, on a la slide présentation, Léa, Manon, les Head of Black Pepper, on passe rapidement là-dessus. On revient à Black Pepper, du coup, qui est l'agence content marketing de Cybercité. L'idée, c'est de continuer à accompagner nos clients dans leur stratégie de contenu, mais d'aller plus loin, de prendre un aspect plus brand, de se détacher du côté pur SEO, de ne pas se contenter de faire de la sémantique. On va venir aider les marques à raconter leurs histoires. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là hier lors de notre conférence sur le storytelling, justement sur comment une marque se raconte et engage l'audience. Mais voilà, c'est tout le défi de notre marque aujourd'hui, qui a une semaine exactement, puisque nous sommes lancés sur le marché lundi dernier. Voilà. Et comme Léa vient de le dire, du coup, Cybercité, c'est une agence spécialisée dans le SEO. Donc évidemment, avec Black Pepper, on conserve aussi notre ADN SEO, c'est-à-dire que toutes les stratégies qu'on va penser d'un point de vue content, on intègre aussi des éléments, le B.A.B.A. SEO. Nos jolies références, on ne va pas passer dessus, vous savez lire normalement, mais on est très fiers d'accompagner de nombreux clients. Aujourd'hui, on va parler Persona, et Persona, c'est un sujet qu'on voit très souvent, dont on entend parler tout le temps, et qui est souvent quand même assez bullshit. Enfin, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, et peut-être que vous avez même payé des agences plusieurs milliers d'euros pour finalement avoir une espèce de petite carte comme ça qui vous dit que Martine joue à Candy Crush et qu'elle préfère Facebook. Et c'est super, mais généralement, vous en faites rien du tout. C'est-à-dire que c'est quelque part dans un dossier, dans votre bureau, et puis vous le ressortez jamais. Ça vous sert absolument pas sur votre stratégie. Mais c'est pas grave, vous l'avez fait, donc vous êtes assez content. Mais en réalité, le persona, nous, on sait que c'est ultra important. Ça dépend de l'approche qu'on a finalement et de comment on vient le travailler et de ce qu'on en fait ensuite derrière. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment nous, chez Black Pepper, on l'aborde, comment on travaille avec nos clients. L'idée, c'est un format un peu atelier. On vous montrera nos outils également, avec des petits tips aussi sur l'IA. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc, forcément, qui dit persona dit parcours d'achat. Le parcours d'achat, aujourd'hui, il est de plus en plus complexe. Alors, qui dit complexe dit pas forcément compliqué, mais en tout cas, c'est un parcours d'achat qui va être fragmenté. Là où avant, on nous introduisait des schémas assez linéaires, aujourd'hui, il y a quand même une réalité qu'il faut retenir, c'est que vos cibles, elles explorent plus qu'elles n'achètent.
Donc finalement, penser uniquement conversion, comme on a tendance tous à le faire en tant qu'entreprise, puisque finalement le but c'est le ROI, c'est bien, mais une vision trop héroïste, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il faut penser confiance, il faut penser, c'est ce que je disais au tout début, préférence de marque. Normalement, ce schéma, vous le connaissez, enfin, en tout cas pour tous ceux qui ont fait des études marketing ou qui travaillent dans la com et dans le marketing, c'est le schéma qu'on voyait pendant très longtemps, qui nous introduisait le fameux Customer Journey. C'était linéaire, tout commençait par la conscience, c'est-à-dire que l'utilisateur, il a un besoin, il a une envie, c'est le fameux Zero Moment of Truth que Google a introduit, c'est-à-dire le moment zéro de vérité, c'est quand une envie ou un besoin pop comme ça dans l'esprit de l'utilisateur, et donc il a conscience de son besoin et il va effectuer une recherche. Donc il passe à l'étape de considération, je cherche une réponse, je compare mes solutions, et évidemment, la suite logique voulait qu'il passe à l'action, donc j'achète, je souscris, peu importe, je télécharge. En tout cas, je passe à mon action. Et puis ensuite, pour les marques, il y a l'étape de fidélisation et la promotion. On ne va pas trop s'attarder là-dessus aujourd'hui. Voilà, on a le fameux tofu, mofu, bofu. Est-ce que ça parle à tout le monde? Oui. On a beaucoup radoté dessus, donc c'est normal, le fameux top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel, pour le créer, on va dire catégoriser les contenus. Ça c'est super, mais en réalité, maintenant le parcours d'achat il ressemble à ça. C'est vraiment le bordel, c'est le zbeul. Franchement, on comprend pas grand-chose. Et donc je vais laisser Manon expliquer pourquoi et comment. Ouais, comme vient de le dire Léa, effectivement, le parcours d'achat, il n'est pas si simple que ça. C'est pas un consommateur qui va découvrir votre marque à 9h, la comparer à 9h30 et à 10h, hop, il va acheter. Ça serait beau, mais c'est pas possible. En fait, en 2020, Google, il a réalisé une étude pour comprendre comment les utilisateurs, finalement, ils prennent leurs décisions dans un contexte digital qui est très saturé. Et de là, en découle le fameux Messy Middle, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Le Messy Middle, finalement, c'est de se dire que c'est un gros bordel, si je peux me permettre, et qu'il y a beaucoup de retours en arrière, beaucoup d'hésitations, beaucoup de comparatifs. Et finalement, il y a deux boucles mentales qui basculent, les consommateurs basculent d'une boucle à une autre. Il y a la partie exploration. La partie exploration, c'est quand on va découvrir un petit peu les offres qu'il y a sur le marché, ouvrir le champ des possibles. Et la partie évaluation, quand on va tout simplement comparer, évaluer les options qui s'offrent à nous. Alors évidemment, en fait, quand on est dans l'exploration ou dans l'évaluation, on peut revenir en arrière. C'est-à-dire que peut-être que vous avez un consommateur qui est prêt à acheter, et puis finalement, il va faire un retour en arrière, puis il va retourner dans la boucle finalement de l'exploration. Donc en fait, c'est jamais acquis et c'est jamais linéaire, c'est totalement mouvant. Et on se rend compte, nous, dans les marques avec les marques qu'on accompagne au quotidien, que souvent, elles ont tendance à travailler la partie vraiment bas de funnel, finalement le dernier clic, la conversion, parce que finalement, c'est ce qui va vous rapporter de l'argent, et c'est ce pourquoi aussi vous travaillez. Mais on oublie souvent, en fait, que pour avoir ce dernier clic, il faut forcément travailler l'étape qui la précède, qui est l'exposition. Comment vous pouvez être comparé, évalué, choisi, si finalement vous n'êtes pas présent dans l'espace mental des consommateurs. Et en fait, cette partie exposition, cette partie branding awareness, elle est super importante et elle est essentielle. Et en fait, il faut vraiment travailler toutes les étapes, travailler votre visibilité, votre crédibilité tout au long du parcours. Merci. Le schéma, j'ai vu que vous l'aviez pris en photo. Effectivement, c'est tous les différents contenus que vous pouvez proposer tout au long du Messy Middle. En soi, ces contenus, ce n'est pas une liste exhaustive et tous les contenus ne vaut pas pour toutes les marques. C'est important de le préciser. Et effectivement, on oublie tout le temps nos petites slides dans la transition, on s'excuse, c'est des citations un peu sympas. Je ne vais pas m'amuser à le dire en anglais, très honnêtement. Mais voilà, vous l'aurez compris, tout ce qui se passe finalement de A à Z et de Z à A, si vous avez bien suivi le Messy Middle, c'est ce qui va déterminer finalement si le consommateur vous choisit vous ou pas. Je reviens à mon discours. Du coup, effectivement, c'est un peu le chaos, mais c'est pas parce que c'est le bordel qu'il faut que votre persona soit aussi flou. C'est pas parce que c'est de plus en plus compliqué de prédire le comportement des utilisateurs qu'on ne peut pas le faire ou qu'on ne peut pas essayer. Vous avez peut-être déjà entendu cette donnée. Il faut en moyenne 8 points de contact pour convertir un lead qui est déjà chaud. Et cette donnée, on oublie de préciser que les 8 points de contact qu'on cite tout le temps, c'est pour un lead chaud. En réalité, pour un lead très froid, qui ne vous connaît pas, il faut en moyenne 35
35 points de contact. Points de contact, c'est les nombres de fois qu'ils vont rencontrer votre marque. Ça peut être sur du contenu ultra générique où vous leur expliquez un sujet, ça peut être à la télé, ça peut être n'importe où dans la rue, même si on pense justement sur le site, c'est qui là avec son sac à dos, Basic Fit. Voilà, typiquement ça marche aussi. Et d'ailleurs dans le secteur fitness, là c'est des chiffres en moyenne, évidemment ça dépend de tous les secteurs. Sur le fitness, c'est 38, je crois, points de contact nécessaires justement pour aller chercher un lead froid. Donc l'idée, c'est quand même de comprendre à qui vous vous adressez, comprendre combien de points de contact sont nécessaires. Évidemment, l'idée, on ne va pas cocher le nombre exact de points, hein. C'est l'idée d'avoir une échelle et de proposer une stratégie adaptée. Donc on va parler persona, vous montrer nous notre approche, comment on fait et surtout les données qu'on récolte. On s'en fout un petit peu de l'âge médian. Bon, les données démographiques, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, on sait que tous les sites web qui sont axés sur la création de personas sont 2 à 5 fois plus efficaces et plus faciles à utiliser pour leur public cible. Et souvent, l'étape persona, on a beaucoup de clients qui nous contactent et qui ont déjà un site web, bien évidemment, et puis sont déjà bien avancés dans leur stratégie. C'est cool, on les accompagne, mais idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est quand même les définir avant même la création du site ou alors en étape de refonte. Si vous êtes concerné, c'est vraiment le moment idéal pour le faire et pour justement travailler toute votre arborescence en fonction des données persona. Les personas, du coup, c'est vraiment l'étape essentielle avant la mise en place de quelques stratégies que ce soit. Là, on parle content marketing, mais aussi une stratégie SEO, médias, finalement, c'est essentiel. Et ce qu'on se rend compte, nous, énormément, c'est qu'en fait, souvent, les marques, elles ont fait leurs personas, mais c'est des personas bullshit, des personas qui servent à rien. Savoir que Martine, elle a 34 ans et qu'elle aime promener son chien le dimanche, c'est cool, mais ça va pas vous aider à faire une stratégie, ça va pas vous aider à la toucher. Ce qui va être vraiment essentiel, c'est d'aller comprendre quels vont être les besoins, quelles vont être réellement les problématiques, les freins auxquels finalement vos cibles se confrontent. Donc, qui sont vos cibles? Format qui est... Voilà, on prend un peu de hauteur, on réexplique quand même vos différentes cibles. Et quand on parle persona, en réalité, il faut mettre un S ou un E, si vous êtes fan du latin, peu importe. Mais en tout cas, il faut penser pluriel. Vous avez différentes cibles. Vous avez évidemment votre cible principale, c'est celle qui a un problème. Et elle sait son problème et vous savez que vous avez la solution en face. Donc, c'est votre cible idéale. Votre cœur de cible, c'est celle qui est déjà dans l'intention d'achat. C'est-à-dire qu'elle est déjà convaincue, elle veut juste savoir avec qui elle va partir. Donc, c'est beaucoup plus facile. Généralement, les marques, elles se concentrent évidemment sur ces cibles-là. Et puis ensuite, elles se disent au bout d'un moment, je vais aller travailler ma cible secondaire. La cible secondaire, c'est la cible affinitaire où effectivement, c'est un autre profil qui peut aussi être sensible aux produits ou aux services que vous proposez. Elles s'arrêtent souvent là, ici, et elles oublient ceci. C'est-à-dire qu'on travaille des fois avec des marques, elles sont sur le marché depuis plus de 150 ans, comme elles aiment bien nous le rappeler sur leur page à propos, mais elles n'ont jamais songé aux cibles de conquête. Les cibles de conquête, c'est des personnes qui potentiellement ne sont même pas au courant qu'elles ont le problème. Elles n'ont pas encore conscience du problème, elles n'ont pas encore passé le zéro moment of truth, et donc il faut aller les éveiller là-dessus. Et c'est super intéressant parce que justement, c'est un levier de croissance super. Donc nous, avec nos marques, on accompagne soit sur le format cible principal s'il y a besoin, mais de plus en plus, on aide nos marques à aller chercher d'autres cibles et à savoir comment les adresser pour justement gagner plus, puisqu'au bout d'un moment, vous avez fait le tour de votre cible principale. Et ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est que les cibles, elles sont jamais figées. Donc en fait, quand vous avez fait vos personas, faut pas se dire c'est bon, elles sont faites, allez, on les refait plus jamais, on les refera peut-être dans 20 ans. Non, en fait, forcément, vous voyez, même vous, en fait, la société évolue en permanence. Donc en fait, c'est toujours aussi à rechallenger, donc c'est jamais figé dans le temps. Comment nous on travaille du coup l'identification des cibles chez Black Pepper by Cybercité, c'est en tenant compte de plusieurs éléments. Premièrement, tout ce qui va être data, des études de marché data open source, c'est évidemment une mine d'or et nous on les intègre systématiquement quand on va définir du coup les personas de nos clients. Après, ce qui est aussi très intéressant, c'est finalement nos clients sont souvent ceux aussi qui ont énormément de connaissances forcément sur leur persona. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que en interne, souvent, en fonction des services, vous avez des idées qui sont totalement différentes. Et en fait, vous prenez jamais le temps de vous asseoir, vous mettre autour d'une table et d'échanger, et avec des visions différentes. Et en fait, nous, c'est aussi ce qu'on met en place parce qu'on se rend compte que c'est là où il y a des choses qui sont hyper pertinentes de voir ce que pensent les personnes qui travaillent dans le marketing, commerce, ou ceux même qui sont plus sur le terrain
terrain ou le SAV. Et donc voilà, nous on met aussi en place des ateliers pour venir aussi compléter du coup toute cette richesse que vous pouvez tous avoir sur vos personas. Et on va pas du coup faire des personas Martine, 34 ans, blablabla, bref, ce qui nous intéresse pas. On va aller vraiment comprendre et finalement qu'est-ce qu'ils ont besoin, quels vont être leurs freins, comment ils communiquent, sur quels canaux, à quel moment il faut finalement les saisir. Et c'est le moment où vous introduit nos super outils. Donc, chez Cybercité, on a un pôle R&D. On parle beaucoup d'IA sur le salon. J'ai vu à peu près 1000 confs sur l'IA. Et c'est vrai que aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Nous, chez Black Pepper, on travaille, on génère, on fait du contenu. Donc forcément, on va utiliser l'IA sur la création de contenu, mais on l'utilise aussi et surtout, et c'est toute la valeur ajoutée pour nous de l'IA générative, en phase d'idéation, en phase de stratégie en amont. Et ça nous sert à détecter des opportunités. Et donc notre pôle R&D a développé plusieurs outils, une suite d'outils, et notamment celui-là, qui est le générateur de cibles. Et pourquoi on l'aime bien? Parce que ce qu'il vient faire, c'est qu'à partir de votre marque, à partir de votre produit, de vos services, de votre site web, il vient générer une liste, pas exhaustive ici, on en a beaucoup plus, je vous ai juste mis un petit screenshot, de cibles qui peuvent être affinitaires. Comme tout avec l'IA, il y a des choses qui ne sont pas pertinentes, mais il y a des choses qui sont super. Je vous explique. Un cas concret, on avait un client qui vendait du linge de maison un peu haut de gamme, voilà, genre la nappe là à 500 €, etc. Ok. Lui s'adresse surtout aux restaurateurs et puis aux hôtels. Et puis aux gens qui ont des sous, visiblement. Voilà. On se dit, ok, ce serait intéressant d'aller chercher et de creuser d'autres cibles. On a utilisé notre petit outil, j'ai passé en revue, il y avait des choses intéressantes, et notamment, je vois mariés et couples en emménagement. Je me dis, c'est vrai que c'est intéressant ce biais-là, puisque généralement, quand on emménage, c'est le moment où on se dit, j'ai besoin de literie, j'ai besoin de machin, j'ai besoin de refaire le stock pour finalement aménager ma maison, c'est super. On ne se contente pas que de l'IA, bien évidemment, et ça, je pense que vous le savez maintenant, pas besoin de le dire, mais on confronte toujours les données de l'IA à ce qui se passe en réalité, à de la donnée. Donc, on est allé faire notre travail. On travaille notamment avec Lemon, qui nous sort des données, notamment d'études Kantar, des données super intéressantes. Et on a vu qu'il y a 7% des individus qui souhaitent réaliser des travaux ou décorer leur habitat, qui se sont mariés ou se sont installés en couple l'année dernière. Donc c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que là, on était sur à peu près 5 millions de personnes interrogées. Donc 7%, c'est pas non plus anodin et ça peut être super cool comme marché de niche à aller creuser. Donc cet outil-là, il nous permet déjà de prendre de la hauteur et de détecter des opportunités que potentiellement, vous, en tant que marque, quand vous avez la tête dans le guidon, vous passez un peu à côté. Notre outil, derrière, il y a un prompt assez béton, etc. On a des super prompt engineer. Mais en réalité, vous pouvez aussi le faire, vous de votre côté, avec ChatGPT ou peu importe lequel d'ailleurs, en faisant une méthode qui s'appelle le reverse prompting, c'est-à-dire qu'au lieu de lui demander, finalement, de lui poser une question et d'avoir une réponse, vous lui mettez la réponse et vous lui demandez de faire le cheminement arrière. Ça, c'est la base du reverse prompting. Et donc, vous pouvez lui demander, à partir de ce produit, quelles sont les cibles dont finalement l'invention de ce produit a pu servir, et il va vous faire quelque chose peut-être pas d'aussi détaillé, peut-être pas d'aussi pertinent, parce que pour le coup on a un outil qui est assez puissant, mais quelque chose d'assez similaire. Et puis vous pouvez aussi augmenter le paramètre température de ChatGPT. Je ne sais pas si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, il faut hocher la tête de gauche à droite. Ok, super. En fait, sur ChatGPT, il y a des paramètres qui permettent notamment de changer de monitorer la créativité des réponses. C'est la température, c'est de 0 à 1. De base, c'est à 0,7 généralement. Et plus vous allez augmenter la température, plus la réponse va être super créative. Vous pouvez donc dans votre prompt lui dire « réponds-moi avec une température de 0,9 ». La réponse va être beaucoup plus fantaisiste qu'avec une température de 0,3. Donc ça vaut pour ce que je vous mets là, mais ça peut valoir aussi pour la génération de contenu. Si vous voulez un contenu ultra terre-à-terre, vous mettez 0,3. Si vous voulez un truc bien fantaisiste, assez fun, justement pour de la créa ou de la pub, n'hésitez pas à pousser la température. Voilà pour le petit tips.
Et du coup, avec notre outil, une fois qu'on a généré les cibles, on peut avoir un travail plus détaillé sur des cibles en particulier qu'on veut approfondir. Et on a notamment de la data qui est hyper intéressante sur finalement leurs freins, les objections. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment cet élément-là qui va permettre de construire une stratégie qui va être vraiment hyper efficace et pertinente parce que finalement, quand les utilisateurs ils vont chercher sur le web, ils vont partir de leurs besoins, ils vont partir de leurs problèmes. Et en fait, vous allez vous présenter non pas comme je vends tel ou tel produit, mais vraiment comme apporteur de solutions pour les aider à résoudre leurs problèmes. Si on reprend du coup l'exemple dans la literie haut de gamme, on peut voir du coup que notamment un des freins c'était le budget qui peut être un peu limité vu qu'on est dans des produits plutôt chers. Et après voilà, on a des propositions d'objections, de contre-argumentaires et tous ces éléments là, c'est des éléments qu'on va intégrer dans la stratégie, qu'on va intégrer finalement dans tout le parcours de contenu qu'on va créer, à quel moment les intégrer, de quelle façon. L'idée évidemment ça va être de jouer sur plein de canaux de communication différents, plein de formats différents pour vraiment être présent, comme on l'a vu avec le Missy Middle, du coup vraiment être présent partout, dans tous les canaux et tous les formats possibles. Et juste une petite parenthèse, mais là où je trouve justement la force de l'outil, c'est que dans les freins, vous avez aussi la difficulté à concilier les goûts de chaque partenaire. Honnêtement, moi, j'y aurais pas pensé toute seule. Et pourtant, tous ceux qui seront en couple pourront constater qu'effectivement, parfois, c'est compliqué quand on aménage la maison de concilier les goûts. Et c'est un frein qui est rarement adressé par les marques. Et ça peut être, pour le coup, je trouve super pertinent. Et on n'y aurait pas pensé sans la créativité en face de nos outils. Petite phrase de transition qu'on va passer. Et on va parler du coup de quelque chose qu'on peut obtenir de notre côté en 3 minutes. Alors bien évidemment, après l'idée c'est qu'on pousse, nos documents ils font plus qu'une slide bien évidemment, les livrables qu'on donne à nos clients. Mais voilà, en quelques clics finalement on arrive à voir ce schéma et avec ce qui est le plus intéressant et qu'on vous a montré, c'est-à-dire les pain points, les objections et surtout comment vous pouvez y répondre, sachant que les contre-argumentaires on les construit ensemble avec les vrais, vos vraies valeurs atouts et ce que vous pouvez proposer à vos clients. Cette phase, elle est ultra importante parce qu'on a travaillé avec certains clients où ils ont mis en place ou développé des services parce qu'on a décelé ensemble une objection. Donc notamment, on a mis en place des chatbots personnalisés qui guidaient, etc., avec un maillage automatisé parce qu'on avait vu à un moment donné sur un client que la première attente, c'était vraiment d'aller vite. On était sur un hôpital, donc on était sur un niveau d'urgence. Il n'y avait pas ce service-là et ce chatbot en place. On a eu l'idée ensemble et ça a été fait ensuite. Du persona à la requête, adapté format et message. Il y a 68% des internautes qui estiment aujourd'hui que vos contenus sont nuls et qui ne sont pas intéressants et que ça, franchement, ça parle à personne. Hier, pour ceux qui étaient là, on en parlait. Vos contenus, souvent, même vos contenus brand, se contentent de la page à propos là sur votre site. C'est pas forcément très intéressant. L'idée, c'est quand même de venir pimper vos contenus et de raconter des trucs qui parlent et surtout qui s'adressent vraiment à ce qu'attendent les utilisateurs. Et on a un autre outil, on vous présente plein d'outils, qui s'appelle l'outil Audit de Cluster. On pourrait revoir le branding. Je me le note parce que dire à haute voix comme ça, c'est pas ouf. Mais qui nous permet de désambiguiser vos requêtes cibles. C'est-à-dire qu'à partir de n'importe quelle requête, mot-clé stratégique, notre outil nous permet de notamment préciser derrière quelles sont les intentions de recherche de vos personas. On parle beaucoup d'intentions de recherche dans le monde du marketing et du SEO, et souvent ça se limite à navigationnel, transactionnel et nanana. Bon, c'est pas très intéressant. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est détailler pourquoi. Et souvent, c'est vrai que quand on tape un mot-clé, le but d'un mot-clé, c'est qu'on résume toute une problématique en 1 ou 2, voire 3 mots. Donc nous, l'idée, c'est de dire, OK, en fait, quel est tout le cheminement. On dit à nos clients qu'on les aide à lire dans les pensées de leurs utilisateurs. C'est le moment où on va vous faire... juste petit exemple qui était sympa. Ouais. Sur un client qui proposait un institut des dons. Le but, c'était de faire venir des donateurs. On a utilisé l'outil sur le top mot-clé « faire un don ». Et il y a un sujet qui est revenu que ni notre client ni nous n'avions anticipé et qui est pourtant vrai parce que, comme on vous l'a dit, on ne se contente pas juste de la donnée. Après, on va vérifier ce qui se passe quand même. C'était la compatibilité religieuse.
de l'organisme à qui on fait un don. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas défini, enfin en tout cas sur lequel on n'avait pas mis le doigt au début et qu'on a pu ensuite adresser dans nos messages. Et ça a été plutôt efficace sur la cible niche qui était effectivement religieuse. Voilà. C'est le moment où on fait un petit switch. Ouais, on va vous faire une petite démo du coup de notre outil audit de cluster pour que vous compreniez comment ça marche. Du coup, en fait, on part d'une requête. De quoi, pardon ? Qui est plus là. Bon, petit problème technique, mais ça va le faire. On part du coup d'une requête et en face, du coup, on va mettre l'URL du produit, du service, l'URL en tout cas qui correspond à la requête de notre client. Et en fait, de là, notre outil, il va aller analyser le top 20 des pages qui se positionnent. Et vous allez voir du coup le résultat qu'on a. Bon. Donc l'outil il fonctionne comme ça et on a plein de données super intéressantes. Donc moi j'ai mis mon petit mot-clé, on repart sur le parure de lit, donc le mec qui fait du linge de maison. On a rentré bien évidemment le site du client et plein de détails dessus, et puis il vient nous dire par rapport à ce mot-clé-là, déjà par rapport au top 20, même 21, tous les contenus de données, le nombre de mots sur la page qui se positionne et le nombre de liens externes qu'elle reçoit. Donc ça nous permet de faire déjà un audit très rapide finalement sur les besoins. Ensuite, super intéressant, on passe vite parce que on a 30 minutes, mais on a aussi le nombre de pages positionnées sur l'audit de cluster, c'est-à-dire qu'on a la page qui se positionne, mais en interne, quel est le cocon sémantique qui est autour et combien de pages gravitent autour de cette page-là. C'est super intéressant parce que nous, on va pouvoir aussi calibrer derrière le cocon sémantique dont vous avez besoin finalement sur chaque thématique. On a un petit résumé qui nous dit comment interpréter ces données-là. On arrive à ce que je vous ai montré tout à l'heure, enfin à l'instant même, un tableau récapitulatif un peu plus complet, ok, et ceci qui est pour nous merveilleux, on ne va pas se mentir, c'est-à-dire que l'outil vient scraper toutes les PA et tout PA, ce qui parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est People Also Ask, donc ça veut dire que voilà, c'est quand vous tapez une requête sur Google, il y a parfois des questions utilisateurs, un bloc qui apparaît que Google met en avant, donc il vient les scraper. Il vient scraper aussi toutes les requêtes connexes. Vous savez, l'autocomplétion dans les moteurs, dans la barre de recherche. Voilà, et puis il vient faire un cocon sémantique. Donc à partir de votre top mot-clé, il vient dresser tous les sujets qui remontent. Encore une fois, tout n'est pas bon à prendre. On est encore un peu utile en tant que content manager pour faire le tri et voir ce qui est pertinent ou non et comment les trier. Et puis ensuite, on a d'autres données, et notamment sur le niveau d'interrelation avec une lecture un peu plus lisible, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on peut survoler et voir pour un mot-clé, pour se positionner, le nombre de mots qu'il y a nécessaire sur la pillar page et puis tout ce qu'on peut construire autour. Et voilà. Moi, je m'attendais à plus de waouh, c'est incroyable, mais bon, tant pis. Merci Norbert, voilà, un petit peu de chaleur. Et du coup, un petit peu pour conclure finalement tout ce qu'on vient de se dire, on voulait vous mettre un exemple du coup d'un client avec lequel on travaille qui propose du coup des résidences autonomes pour les seniors, et vraiment en fait montrer que finalement les personas, c'est essentiel de les comprendre parce qu'en fait on va pas du tout potentiellement on vend le même produit mais on va pas s'adresser de la même façon. Pour du coup ce client, on a la cible principale, on va dire, qui sont donc les seniors, mais on a aussi la cible qui va être hyper important, qui sont souvent les enfants qui vont accompagner du coup leurs parents dans le choix du coup de la résidence qu'ils vont choisir, et forcément ces deux cibles, elles ont pas du tout les mêmes besoins, et on va pas du tout leur parler de la même façon, que ça soit les formats, les choses qu'on peut dire, ou même les canaux de communication. Par exemple, les personnes âgées, eux, ils vont surtout penser... Est-ce que je vais pas être trop infantilisée? Est-ce que je vais pouvoir garder mon autonomie? Est-ce que finalement aussi je vais pouvoir potentiellement faire des activités, le côté plus sociable? Et les enfants, souvent ils vont être un peu plus inquiets. Donc oui, ils vont se dire est-ce que finalement mon père, ma mère va être en sécurité? Est-ce que c'est un endroit où il va se sentir bien? S'il a un problème, est-ce que quelqu'un peut être là rapidement? Donc du coup, dans les façons de leur parler, ça va être totalement différent. Et évidemment, vous en doutez qu'à notre communication, quand on parle à quelqu'un de 70
10 ans ou 30 ans, on va pas utiliser les mêmes canaux de communication, c'est pas les mêmes formats qui vont fonctionner. Donc voilà pourquoi c'est vraiment essentiel de bien comprendre. Vous vendez un produit, oui, mais vous adressez à plein de personnes différentes et vous n'allez pas vous adresser de la même façon à toutes ces personnes. Et après, c'est les citations de la fin. Pour faire passer le message, mais on a un super timing parce qu'il est 11h14 et que ça se termine à 11h15. Donc l'idée, c'est de se dire que quand on fait l'impasse sur vos personas, c'est comme écrire une lettre sans destinataire. Ça peut être très beau, ça peut être très bien exécuté, mais en fait, ça n'arrivera jamais entre les bonnes mains. On révolutionne pas le monde en disant ça, mais c'est important de le retravailler. On travaille avec de nombreux clients qui pensent savoir, mais qui prennent pas le temps d'appliquer. Et c'est surtout ça qu'on aide aussi sur quoi on accompagne les marques. Norbert revient d'un pas décidé et branlant. D'un pas sûr et décidé. Alors, c'était incroyable ou c'était pas incroyable? Ah, merci. Et ben voilà, on y est arrivé. Alors, j'imagine que ça va susciter plein de questions, d'interrogations et de compliments, mais on n'a pas le temps. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on a un stand qui est juste à l'entrée là-bas. Vous venez nous voir, venez nous parler. Si vous avez des projets, on pourra en discuter. Si vous n'en avez pas, on vous en trouvera. Donc, venez nous voir. On est très sympa. Et sinon, il y a notre site internet, nos cartes de visite. Venez, on pourra se parler. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous demande d'applaudir Manon et Léa, s'il vous plaît. Merci. Et à tout de suite, du coup.